Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des sources assez incroyables sur les états de conscience non ordinaires. La question, c'est un peu comment ces expériences, souvent sacrées autrefois, sont devenues presque suspectes aujourd'hui. C'est une excellente question. Et les travaux de Stanislas Grof, sur lesquels on s'appuie pas mal, nous aident à y voir plus clair. Oui, Groff, pionnier de la psychologie transpersonnelle. Il y a aussi toute une perspective historique, culturelle. Notre objectif, en gros, c'est de comprendre la valeur de ces états. Ce qu'ils disent de nous, quoi. Allez, on y va? On y va. Alors, d'un côté, on a des millénaires de pratiques, danse, chant, rituels, pour atteindre ces états vus comme sacrés. Exactement. Et de l'autre, De l'autre, la modernité qui arrive et qui dit «Non, ça c'est de la folie ou l'effet d'une drogue». C'est un peu ça, oui. Grochef, lui, a passé 60 ans à explorer ces territoires invisibles, comme il les appelle. et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Qu'est-ce qui caractérise ces états au juste? Ce sont des changements profonds, vraiment. Les perceptions sensorielles, d'abord. Mhm. Tout est différent, plus intense ou altéré. Ah oui? Oui. Et puis les émotions, très fortes. La pensée aussi, elle fonctionne autrement. Moins linéaire, peut-être. Et le contenu de l'expérience elle-même? Souvent spirituelle, mystique. Des expériences de mort et renaissance symbolique, c'est fréquent. D'accord. Ou un sentiment d'unité. Avec tout, avec l'univers, tu vois. Des visions aussi, des archétypes. Divinités, démons, Ces grandes figures universelles des mythes. c'est ça. Voire des réminiscences de vie antérieure pour certains. Ce qui est frappant, c'est l'universalité de ces descriptions. On les retrouve partout. Et ça se voit dans les pratiques, justement. Pratiquement toutes les cultures, sauf la nôtre, disons, post-industrielle, Oui, c'est vrai. elles ont valorisé et même cultivé ces états. Les chamans, les derviches tourneurs, le yoga, la prière intense. Le chant de gorge inouï, les danses amérindiennes, la liste est longue. Et à quoi ça servait concrètement? Plusieurs choses. La connexion au divin, à la nature bien sûr, la quête spirituelle, D'accord? mais aussi des usages très pratiques. Le diagnostic et la guérison par exemple. Pour un chaman, l'état modifié, c'est l'outil de travail principal, hein. Pour comprendre la maladie? Exactement. Et pour trouver comment guérir. On pense aussi à la danse des Bushmen du Kalahari, qui libère une énergie de guérison collective. Fascinant, hein. Et l'inspiration aussi, j'imagine, hein. L'intuition. Absolument. Créativité, intuition, tout ça était souvent lié à ces états. Et puis, il y a eu une rupture. La révolution scientifique, Descartes, Newton, cette vision très mécanique du monde. Oui, le grand tournant rationaliste et matérialiste. Et là, ça coince. Pourquoi ça coince? Ces expériences intérieures, transrationnelles, elles n'ont plus leur place dans ce modèle. Elles deviennent gênantes. Gênante. Oui, vues comme des reliques du passé ou pire, comme des pathologies, des maladies mentales. Et l'arrivée des psychédéliques au XXe siècle, ça a dû compliquer les choses, hein. Ça a jeté de l'huile sur le feu, disons. Pour une culture qui avait perdu les clés de lecture, ces expériences intenses, parfois déroutantes, Ah, ça confirmait l'idée que c'était anormal. en gros, oui, ça semblait primitif ou pathologique. Fondamentalement, pour la science de l'époque, ces états ne devraient pas exister. Ils défiaient le cadre matérialiste. Ce qui a mené à une psychologie, une psychiatrie qui s'est un peu coupée de tout ça, non? Centrée sur la biographie, l'inconscient freudien. Exactement. On a ignoré des tonnes de données venant de l'étude de ces états, que ce soit via les rituels, la méditation, les expériences de mort imminente, ou même certaines thérapies. Et Groff dit que si on intégrait tout ça, Ah là, ça changerait tout. Notre modèle de la psyché humaine serait radicalement élargi. On verrait peut-être autrement les troubles psy, les maladies psychosomatiques, nos thérapies aussi. oui. Et notre vision de la spiritualité. Elle apparaîtrait comme une dimension humaine, normale, fondamentale, et pas forcément pathologique. D'ailleurs, Groff a développé une technique sans drogue, la respiration holotropique. Respiration accélérée, musique. Oui, et c'est crucial, parce que ça induit des états très similaires aux expériences psychédéliques. Sans aucune substance. Voilà, ce qui suggère fortement que ces états sont un potentiel intrinsèque de notre psyché. Pas juste un effet chimique. Ce sont des portes intérieures en quelque sorte. Et en explorant ça, elle a proposé une sorte de nouvelle carte de la psyché, plus vaste. C'est ça. Au-delà du niveau biographique classique, nos souvenirs, il y a le niveau périnatal. Revivre sa naissance? Oui, avec une intensité incroyable, souvent liée à des symboles universels, à l'inconscient collectif de Jung. Et puis, le niveau transpersonnel. Là, on dépasse l'ego. Complètement. Expérience d'unité, transcendance du temps et de l'espace, rencontre avec des archétypes. C'est un territoire immense. Et thérapeutiquement, comment ça marche?
C'est comme si, dans ces états, un radar intérieur s'activait. Il scanne tout le système corps, esprit et fait remonter ce qui bloque, les traumatismes, les tensions. Une sorte d'auto-guérison guidée de l'intérieur? Exactement, une intelligence intérieure à l'œuvre. C'est une idée très ancienne en fait que la science redécouvre. D'ailleurs, au-delà de l'individu, Groff et d'autres pensent que cette exploration pourrait être pertinente pour nos défis collectifs actuels. Ah oui, comment ça? Peut-être que nos crises mondiales reflètent un état de conscience particulier, une impasse intérieure, et que ces expériences pourraient aider à catalyser une évolution. Une transformation plus profonde. Célimé, oui. Un changement de regard, de conscience. Au final, l'invitation de ces sources, ce n'est pas juste d'apprendre des choses sur ces états, c'est aussi de s'interroger sur notre propre monde intérieur. Tout à fait. Comme disait Jung, en substance, ce qu'on ne rend pas conscient dirige notre vie, et on appelle ça le destin. Une pensée forte. Oui. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est: est-ce que tout ça éclaire différemment une expérience personnelle? Même petite, hein? Un rêve intense, une intuition forte, un moment de connexion inhabituel. Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir? Voilà, matière à réflexion.